On repart, les amis, donc on repart. Alors, perspective du plein emploi, ça c'est ce que vous avez lu sans doute, ce que j'ai lu, ce qu'on a tous lu, c'est-à-dire que Emmanuel Macron serait tenté de faire campagne sur ce thème, après notamment les derniers chiffres du chômage. Alors on reviendra peut-être sur l'idée de plein emploi, mais d'abord donc, parce que, voilà... On n'en a pas tant parlé que ça, en fait. C'est quand même un truc de dingue qui est en train de se passer sur notre marché de l'emploi. Donc, amélioration spectaculaire de la situation du chômage. Et alors, particulièrement du chômage des jeunes, on va voir la courbe. Et d'ailleurs, ça me permet, parce que c'est un tweet du patron département des études économiques. Oui. Voilà, département conjoncture de l'INSEE. C'est quand même quelque chose, ça, que nous donnent aujourd'hui les réseaux sociaux, dont on dit pique-pendre. Tous autant que vous êtes, là, tous autant qu'on est aimant la chose économique, on a aujourd'hui, notamment en allant suivre les comptes des gars de l'INSEE, un accès, mais très très large, à une information économique. Et je trouve là, par exemple, ce qu'a fait l'INSEE sur la récente note de conjoncture et sur ces éléments sur l'emploi, c'est très pédagogique, c'est très clair. Voilà, donc on a accès à ça. Et je pense qu'on devrait aller lire, quoi, aller regarder. Ça permet quand même... de démonter un certain nombre des âneries qui sont dites assez régulièrement à la télévision. Ils ont fait beaucoup de travail là-dessus. On peut servir l'INSEE. Oui, et puis on peut remettre la courbe un peu plus longtemps. Moi, à chaque fois, je trouve que vous voulez... un jeune administrateur de l'INSEE qui a passé le concours cette année, un des 4 qui a été pris. Ouais. Donc vraiment, il est tout jeune, moins de 30 ans, il a passé son concours, il l'a eu, etc. Ils sont notamment sélectionnés, pas seulement sur leur capacité de Pentium statistique, d'analyse multifactorielle, etc., mais aussi sur leur capacité de restitution. Et donc, il y a eu aussi un gros effort de ressources humaines, et en fait, c'est d'un institut statistique destiné à aider la décision politique ou publique, ils sont devenus aussi des pédagogues. Et ça, c'est très très intéressant. Alors, pardon, juste finir, parce que, et ça, l'INSEE le dit, c'est donc amélioration spectaculaire de la situation du chômage des jeunes, 15,9% maintenant des moins de 25 ans. On rejoint les niveaux les plus bas des années 80 et des années 90, mais parallèlement, la part des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation rebondit elle aussi, donc là, ça se calcule sur les 15-29 ans. Et on est à 12,2% de cette tranche, 12,2% de cette tranche des 15-29 ans, et ça fait peut-être 20 ans que ça dure, qu'on a comme ça 10 à 15% de ces classes d'âge qui sortent complètement des statistiques. Voilà, donc globalement, ce qu'on a réussi à raccrocher, notamment avec le plan Un Jeune, une solution, 10 milliards d'euros investis là-dedans, 615 000 bénéficiaires, là ça fonctionne. Mais ceux qui décrochent complètement, on n'arrive toujours pas à les rattraper. Voilà un peu le bilan. Je pense que la dynamique et la trajectoire favorable qu'on observe sur le taux de chômage des jeunes, donc avec une baisse très franche, c'est l'information la plus importante et qui est alors soutenue par les mesures qui ont été prises par le gouvernement, par une conjoncture qui est favorable aussi. Et pour les NEET, donc ceux qui sont sans emploi, sans formation et sans formation, niveau de base. Ni en emploi, ni en formation, ils ont même coupé les ponts avec les organismes sociaux. C'est un phénomène, un problème, on va dire, plus structurel et sur lequel la conjoncture, qui est hyper bonne aujourd'hui, a un peu de mal, ou en tout cas, ça va mettre du temps à mordre. Et les mesures structurelles du type de la réforme de la formation professionnelle et toutes les mesures qui sont prises aussi pour une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail, ça met du temps à produire des effets. Alors, j'ai plus exactement en tête l'allure de la courbe des NEET, mais il me semble pas qu'il y ait une tendance particulière. Je pense que c'est relativement plat. Alors, malheureusement, ça baisse pas. Que là, au T4 2021, il y ait une petite hausse. Alors, c'est dommage parce que ça relativise un petit peu le super chiffre sur le chômage des jeunes. Mais oui, ça fait 10 ans que ça dure à peu près entre on parle pas tout à fait de la même chose. 14-15%, oui, absolument. Et à 12,5%, on est plutôt en bas de la moyenne longue, on va dire, sur 20 ans, qui est plus proche de 14-15%. Oui. Non, juste je signale, parce que vous allez peut-être entendre des bruits périphériques, mais nous vivons aussi la croissance du bâtiment dans ce studio. Et donc voilà, il y a des marteaux-piqueurs autour de nous. C'est la vie. Oui, moi j'ai dire, c'est une super nouvelle. Elle est très intéressante. C'est aussi le succès de l'extraordinaire réforme de l'apprentissage de l'alternance. Yes. Ce qui s'est passé, c'est vraiment à mettre là. Je mettrais ça plus sur ce compte-là, sur le compte du plan Un Jeune, une solution. Enfin, on a mis 10 milliards d'euros, dis donc, j'espère que ça a été un peu efficace. En fait, le sujet, c'est que moi j'aimerais bien avoir, et je ne l'ai pas, ce chiffre, la part des emplois non marchands qui sont dans Un Jeune, une solution. Non, Jérôme, tu oublies que le grand succès de l'apprentissage, c'est quand même aussi 8 000 euros de prime à l'embauche. Bien sûr. Ah bah oui, donc ça rentre dans les 10 milliards. Non mais si tu veux, mais c'est l'emploi marchand.
Oui, c'est de l'emploi marchand. Mais ce que tu veux dire, c'est que les 10 milliards... Où je vais faire des travaux d'utilité publique... Non, un jeune, une solution, c'est l'apprentissage, c'est la même chose. Non, il y a énormément d'offres d'emploi non marchands à l'intérieur d'un jeune, une solution. Oui, mais il y a tous les 600 000 contrats... Je suis d'accord. Même 700 000. 700 000 contrats. Tu as 615 000 bénéficiaires d'un jeune, une solution. Oui. Là-dedans, tu as peut-être 300 ou 400 000 contrats d'apprentissage. Voilà, il y en aura plus parce qu'il s'est prolongé jusqu'en juin, donc ça va coûter beaucoup plus que les 10 milliards qu'on a déjà dépensés. Mais voilà, en tout cas, il y a toute une frange des solutions qu'on a mis en face de un jeune ou de la solution qui n'est pas de l'emploi marchand et qui est beaucoup plus compliqué en termes d'efficacité sur le fait que tu vas effectivement réintégrer le monde du travail à l'issue de cette expérience-là. Je comprends ton propos, mais je crois que tu gourres. Tu ne te gourres pas sur la non-efficacité des emplois aidés, tu te gourres sur l'efficacité d'un jeune, une solution dans cette période. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir la stat. Tu vois, de combien il y a d'emplois non marchands dans un jeune, une solution. Et la deuxième chose, c'est que je reprends, il faut se réjouir, parce qu'on a aidé par la conjoncture, on a quand même réussi à ressortir un paquet de jeunes du non-emploi et les orienter vers l'emploi marchand, et de façon durable, parce que c'est des expériences qui vont leur permettre de continuer à travailler. J'espère. Et si, évidemment, nos entreprises se portent bien. Et ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Et après une crise qui a été terrible pour les jeunes. Bien Absolument. Sûr, bien sûr. Et donc, avec un peu de chance, ça recrée du lien social, ça les remet, parce qu'on a beaucoup de problèmes psychologiques. Il y a pas mal de jeunes qui ont été très entamés. Non, en effet, vraiment la chose fondamentale, c'est vraiment l'apprentissage, plus de 700 000 contrats, donc c'est vraiment colossal. Et surtout, c'est la majorité donc, dans le secteur marchand. Il y a beaucoup aussi dans l'industrie. Donc en plus, ce sont des jeunes qui ont des formations, souvent ils sont embauchés après et ils ont des salaires qui sont... 60% sont embauchés après, c'est pas non plus une garantie. Là, les tout derniers chiffres sont 60%. Et encore une fois, j'insiste, attention au petit effet d'aubaine qui est entouré sur une prime de 8 000 euros. Mais il faut quand même repartir d'où on venait, notamment sur l'apprentissage. On n'arrêtait pas de dire l'Allemagne, mais c'est vrai que ça ne marche pas trop. Et même dans l'image, on voit que dans toutes les formations, c'est développé. Et c'est ça qui est vraiment une formidable révolution, même dans la manière d'insérer. On dit toujours, voilà, il y a plusieurs voies. Et puis, celles qu'on privilégiait moins au niveau de l'éducation, eh bien, là, on met des gens qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'ils veulent faire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a des taux d'échec. Donc ça, c'est vraiment une véritable révolution et je pense qu'on n'assiste pas assez au-delà des chiffres et qui a l'air d'être durable en plus. Absolument. Et ensuite, il y a le dernier sujet préoccupant dans ces bonnes nouvelles, qui est effectivement ce fond de cuve de décrocheurs complets qui sont sortis du radar, qu'on n'arrive même plus à suivre et qui relèvent on ne sait pas de quoi. Il faut aller les chercher dans les trous obscurs. Enfin, ça relève quasiment d'un... Non, et en plus, comme ça fait 20 ans que ça dure maintenant... bon Dieu, comment s'appelle vous allez cet économiste de l'école polytechnique, spécialiste du marché du travail, auteur d'un bouquin que tout le monde doit lire, qui est un peu ancien maintenant, mais qui s'appelle La machine à trier. Bref, peu importe. Ça fait 20 ans que ça dure, donc tu te retrouves là avec effectivement peut-être 2 millions de personnes qui sont même, comme ils ont dépassé les 29 ans, sont sortis d'absolument toutes les statistiques. Et là, on a une bombe sociale. Sur ce genre de profil, le problème, c'est qu'il faudrait avoir un accompagnement qui soit global, parce que c'est pas seulement une formation d'emploi. C'est en effet des compétences, ça peut être aussi des problèmes sociaux. Tout à fait. Donc il faut vraiment accompagner globalement et c'est vrai que la difficulté, ça peut être une personne qui s'occupe de trouver une formation mais qui ne s'occupe pas des autres problèmes de logement, de contexte et donc vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et de socialisation. Et de socialisation. Le contrat d'engagement, je ne sais pas du tout où ça en est ce projet, c'était voté. Mais c'était un peu l'esprit, non? C'était un peu l'esprit. D'accompagnement rapproché, global. Alors Hélène, ça a été l'esprit. Ça a été l'esprit jusqu'à ce qu'on se rende compte, jusqu'à ce que Pôle emploi, qui aurait été chargé de l'accompagnement de ces centaines de milliers de jeunes gens, disent ce que disait Anne-Sophie, ce que disait Jérôme, c'est-à-dire, vous êtes gentil, mais il va falloir embaucher des milliers de personnes pour accompagner ces dizaines de milliers de jeunes. Et là, à un moment, on a vu la facture et on a reculé. Et là, il est dans les limbes totales. Et parce que dans l'idée, c'était ça. On est exactement dans le... Dans l'idée, c'était exactement ça, absolument. C'était l'idée de dire, plutôt que de faire un RSA jeune. Et ça, je trouve que c'est un débat intéressant. Mais donc, on écarte cette idée de RSA jeune et on fait un revenu d'accompagnement, effectivement, mais qui coûte une fortune. Voilà. Parce que le coût de l'accompagnement... le coût de l'accompagnement est encore plus important. Exactement. C'est vrai qu'il est important pour les finances publiques, mais le coût d'avoir autant de gens qui sont hors du système à un moment où on n'a pas assez de jeunes, c'est colossal. Alors, pour boucler la boucle, Anne-Sophie, quand tu penses qu'on est en train de dépenser 25 milliards, peut-être 30, pour lisser les prix de l'énergie sur 4 mois...
Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux inspiré? Et du coup, qui prend le relais pour essayer d'aller chercher ces gens dans les trous obscurs, pour essayer de les réinsérer? Parce que c'est vraiment des problématiques de réinsertion. Et des fondations, l'initiative privée, etc. C'est le thème de la fondation RS qu'on a monté avec nos associés. Il y a énormément de gens qui font un boulot caritatif de dingue, mais c'est absolument... Mais non, mais ça ne va pas du tout avec le volume du problème à traiter, bien sûr. Ça suffit pas. Je voulais pas qu'on... Ne changeons pas cette bonne nouvelle en une mauvaise nouvelle. Non, parce que tu l'as dit d'un mot, Jérôme, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est... Parce qu'on est dans un discours aujourd'hui en mode les politiques ne peuvent plus rien, à quoi ça sert de voter, etc. C'est très clairement quand même l'action politique, un certain nombre de lois votées, une volonté politique et moi je rends hommage aussi à Pierre Gattaz et je rends hommage au boulot du MEDEF fait depuis peut-être 7-8 ans autour de l'apprentissage. On a eu, vous l'avez tous vu dans les villes, on a eu des 4x3 autour de l'apprentissage avec des chiffres qui étaient très clairs, on a eu des culs de bus autour de l'apprentissage. Le MEDEF a fait un gros boulot là-dessus et donc là on voit quand même que l'action politique a des résultats. Elle a des résultats. Et ce boulot, il est incroyable parce qu'on part quand même d'une perception politique que l'apprentissage, c'est précaire. Mais bien sûr, c'est tout ça qui a ce travail d'inversion complète du regard porté sur cet outil d'insertion extraordinaire qui permet justement de mettre quelqu'un sur une rampe de lancement et de lui donner sa chance, ce boulot a été remarquablement fait. Et c'est pour ça que j'aurais envie d'être optimiste. Si ça change durablement le regard qu'on porte sur l'apprentissage et la dynamique tout simplement de l'apprentissage, une fois que les conditions seront réunies pour diminuer les aides, peut-être pas les supprimer, on peut peut-être imaginer que ça restera sur un bon... le tuyau à l'entrée. Voilà. Ça restera sur un bon rythme. Moi, je croise les doigts. J'aime bien voir les choses. Diminuer une aide en France. J'attends de voir. Juste un mot, on n'a pas le temps d'en parler, mais juste parce que j'ai vu passer ça, et puis on pourra en reparler. Il y a Guy Mamoumani qui vient nous voir régulièrement, on en reparlera avec lui. Mais pour la première fois, donc, c'est cette histoire de grande démission dont on a beaucoup parlé, nous. Denis Ferrand est le premier à en avoir parlé, d'ailleurs, sur ce plateau, avant même que ce soit à la une du Wall Street Journal. J'en étais très, très fier. Donc, effet sur les cours de bourse, en fait, de la gestion des effectifs, et notamment pour Capgemini. Donc, les grandes entreprises de services informatiques constatent des départs plus importants que jamais au sein de leurs effectifs. 23,5% des salariés de Capgemini sur 12 mois. C'est 23,5, ça paraît beaucoup, mais en fait, il y a une rotation qui est toujours assez élevée. Voilà. Et 25,5 chez Infosys. Mais ce qui est très intéressant, donc là, c'est le patron de la rédaction d'Investir qui avait insisté là-dessus, François Monnier, c'est qu'il y a un impact sur le cours de bourse maintenant de cette grande démission pour un titre comme Capgemini. Ouais. Rapidement. En tant qu'entrepreneur, c'est des métiers que je connais très bien. Des métiers de prestation de services intellectuels à forte valeur ajoutée, conseil, services informatiques, expertise comptable, etc. Ces métiers fonctionnent très naturellement avec un prix de vente de marché qui existe. Et donc tu ajustes le mix des équipes, le prix de revient de ta production, de tes facteurs de production qui sont tes ressources humaines, tu l'ajustes pour tenir le prix que le marché est prêt à payer avec des jeunes et des moins jeunes. Ouais. Et tu as un turnover naturel, parce que sinon, si tout le monde devient senior et que tu les augmentes tous, ton prix de production devient trop élevé et tu n'es plus compétitif. Donc le turnover naturel est nécessaire. Il ne faut pas qu'il soit trop élevé, il ne faut pas qu'il soit pas assez élevé. Pas assez élevé, tu perds tes marchés parce que tu es trop cher à produire. Et trop élevé, tu as un problème extraordinaire dans des métiers de prestation de services intellectuels, c'est que ton capital intellectuel s'évapore. La transmission n'est plus là, etc. Et ce jeu subtil du niveau de turnover naturel normal pour le modèle économique de chacun de ces métiers de service est essentiel. Et on voit bien que tu peux être considérablement déstabilisé parce que tout d'un coup, tu n'es plus attractif. C'est ça. Donc les jeunes, ils se disent, j'ai du pognon parce que j'ai eu des aides, je peux me mettre à mon compte, j'ai envie de vivre autrement, j'en ai marre des horaires infernaux qu'ils me proposent, je m'en fous de leur baby-foot. Enfin, tu vois, voilà. Et ça, c'est vraiment compliqué dans ces métiers-là. Et c'est compliqué aujourd'hui. C'est passionnant. C'est génial. Passionnant. L'impact sur les cours de bourse des ressources humaines, je crois que c'est la première fois. Enfin, je parle sous ton contrôle. Oui, mais un tel impact, on va voir, c'est 7-8% qu'a perdu Capgemini sur l'arrivée de ces chiffres. Oui, c'est ça. Mais 7% en 2 séances. C'est ton outil de production qui n'est plus adapté. Je comprends, mais c'est normal ça y que les analystes disent ça va pas. Ça va pas. Ouais, ça remet vraiment au centre le capital humain qu'on a toujours tendance à dire voilà, c'est un acquis et donc voilà, il faut le modeler en fonction de l'offre et la demande. Là, c'est vraiment essentiel et en effet, même les cours de bourse le voient. Alors,
c'est normal qu'il y ait en effet ce turnover, mais par rapport aussi aux raisons, alors peut-être qu'il y a aussi des problèmes d'attractivité, mais il y a vraiment la question du sens qui est vraiment très importante. On a beaucoup parlé sur ce plateau et donc qui est au-delà des conditions, on va dire, matérielles ou même de projection de carrière. Ouais. Et ça, c'est très très difficile aujourd'hui de se réadapter et d'être attractif sur ces sujets-là pour beaucoup de jeunes. Si on peut rajouter un ultime truc, en fait, tu as des modèles qui sont en train d'émerger qui sont remarquables. Cabinet de conseil en stratégie, 2 personnes et plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, car dès que les projets sont là, les clients sont là, et dès que tu les as attrapés, tu fais clac. Et tu vois venir toutes les compétences autonomes des gens qui sont à leur compte et que tu assembles pour les besoins de l'équipe projet sans la structure de coût fixe de la grande maison. Et là, si tu tires ce fil-là, c'est vertigineux, parce que c'est la disparition de l'entreprise. Eh bien oui, et donc ta marque employeur, à quoi ressemble-t-elle? Grande théorie. Ton goodwill pour tes clients, à avoir un siège social magnifique, une marque, etc. Voilà. Et je l'ai dit déjà dans cette émission, grande théorie d'Alain Madelin, mais Alain Madelin me racontait ça il y a 15 ans. Il disait, tu sais, rassembler plusieurs milliers de personnes dans un lieu unique, en fait, c'est assez récent dans l'histoire économique. C'était pour des nécessités de circulation de l'information. À partir du moment où le digital te permet d'avoir une circulation de l'information en temps réel aux 4 coins de la France, est-ce que tu as encore besoin de rassembler des gens dans une entreprise ? Ça, c'est tout un débat. Ouais. Ouh, sacrée question. Est-ce que l'information qui circule est de la même qualité que Voilà. Attendez, alors les amis, attendez. L'essentiel de la commercialisation, si je puis me permettre. Tu as quand même besoin d'avoir ton réseau pour être capable d'aller vendre tes prestations. Tu vois, et puis surtout, le modèle et être implanté dans ton écosystème pour attraper le chiffre d'affaires. Non, et puis le modèle que tu décris, parce que alors là, aujourd'hui, ça prend le terme d'open talent maintenant, tout ce qui est le freelancing, etc. Le modèle que tu décris, finalement, ne règle pas la question, parce que les 2-3 gars qui vont être vraiment bons, tu vas pas être les seuls à les demander à l'instant T. Donc, de toute façon, ils vont faire jouer la concurrence de la même façon, et ensuite, tu vas les mobiliser sur des programmes stratégiques. Ensuite, ils vont aller bosser à la concurrence sur d'autres programmes tout autant stratégigiques. Comment est-ce que tu peux t'assurer de leur fiabilité? C'est un sujet de muraille de Chine. Les amis, non mais l'histoire du plein emploi, est-ce que ça vous semble... Moi, je voyais ce truc-là, ça me fait furieusement penser à la courbe du chômage. D'ailleurs, quand on voyait le... Non, mais ça, je pense que François Hollande, il doit l'avoir affiché chez lui, parce qu'il avait gagné son pari. On le sait aujourd'hui. Complètement. L'inversion de la courbe du chômage, c'est sous François Hollande. Mais vraiment, il l'avait vraiment gagné. Sauf qu'on a mis... on peut avoir des bons résultats économiques. Non, mais surtout, on s'en était pas encore rendu compte, quoi. Voilà, il a fallu... On avait des débuts de chiffres, effectivement. Ça restait un peu timide. Plein emploi, c'est sérieux? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 4%, 3%, normalement, 5%? Plein emploi, c'est autour de 4%. Donc là, c'est vrai que nous, on voit dans nos prévisions, même les plus optimistes, on va être quand même toujours autour de 7. Peut-être un petit peu en dessous de 7. Donc on a quand même toujours 3 points au-dessus, qui sont dus à ce qu'on a dit précédemment. Donc chômage des jeunes et chômage des plus de 55 ans. Donc après, bien sûr, il y a l'aspect conjoncture qui fait qu'on a ce rebond et donc on pourrait aller un peu en deçà des 7. Par contre, ces fameux 3 points, à mon sens, en effet, des vraies politiques structurelles. Et là, on n'y arrivera pas en quelques années, ou même si on a une relance très importante. C'est l'apprentissage, comme on l'a dit, l'accompagnement. Mais après, pour la France, on peut dire que c'est un plein emploi par rapport à nos chiffres qu'on a pu avoir. Donc, c'est toujours comme ça en économie. C'est plein emploi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est toujours le par rapport à. C'est sûr que 7% et quelques de taux de chômage, là, comme on a eu au 4e trimestre 2021, c'est un plus bas depuis... j'ai perdu le compte. En tout cas, on avait eu ce niveau de taux de chômage au plus bas, juste avant l'éclatement de la crise financière de 2008. 2007. Non, mais je pense que c'est même un plus bas. Non, 2019 en fait. C'est-à-dire que juste avant le Covid, on était plus haut. Oui, mais on est passé en dessous de 8. Oui, on était plus haut, mais en dessous de 7. Donc déjà, 7% de taux de chômage en France, c'est très bien. C'est très bien. Donc si on arrive à grappiller peut-être encore un point, effectivement. Ouais, mais tu vas dire que c'est ta question. Attends, laisse finir Hélène. Non, mais en fait, j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à développer. Je voulais... Voilà, juste déjà se satisfaire d'un taux de chômage à 7% en France, c'est très bien. Voilà. Vas-y, si ta question c'était est-ce qu'il peut faire campagne sur ce thème-là, de thème politique, la réponse est oui, évidemment, et c'est plutôt malin, puisqu'il arrive avec une tendance favorable en montrant qu'il a des premiers résultats, et à l'horizon des 5 ans suivants, il peut toujours faire une promesse, et s'il ne veut pas faire de 3e mandat, non, il peut pas. Tu vois, non, mais voilà, et donc tu te retrouves... il n'a pas le droit. Non, mais je sais bien, il n'y a que Poutine non, mais je sais bien, il peut faire un 3e mandat et attaquer l'Ukraine. Je sais bien, il fera probablement une alternance Medvedev, tu vois, il fera pas ça. Bon, voilà. Et donc, avec le sujet, c'est assez malin.
d'amorcer ce thème-là alors que tu peux me présenter des premiers résultats, une tendance en disant j'ai 5 ans pour m'en occuper. Après, le risque qu'il ne doit pas prendre, et c'est ce que j'entends et je le crois assez bien, c'est comme on ne sait pas exactement où est le chômage structurel en France, parce qu'on a quand même beaucoup de rigidités qui font qu'il est probablement plus élevé que dans un paquet d'autres pays à économie comparable. Il y a les mêmes statistiques après. Donc, il ne faut surtout pas qu'il s'avance sur un chiffre. Non, c'est ça. Il peut garder l'idée, effectivement, sans y associer un chiffre, et sachant que l'idée, le plein emploi, ça a une connotation quand même très positive. On part d'une dynamique favorable, on en a parlé, ça peut se tenter sans y associer un chiffre. Toute une mobilisation d'initiatives autour de cette thématique-là, ça peut faire vraiment un truc qui cristallise un peu un projet présidentiel. Ça nous donne un peu d'air aussi. Moi, je serais un peu plus négative là-dessus, parce que c'est vrai que le chômage, on voit que c'est un vrai sujet quand il est très haut. Par contre, quand il est très bas, enfin en tout cas quand ça va mieux, on voit que ça cristallise plus rien, et je ne suis pas sûre qu'il y ait un tel rendement politique à avoir une politique. Oui, mais son sujet à lui, Anne-Sophie, son sujet à lui, c'est qu'il va falloir quand même qu'il invente une nouvelle dynamique. C'est ça son problème. Tu peux pas dire 50 plus. Mais à ce moment-là, il est un petit peu dans le bilan. Voilà ce que j'ai fait. Regardez, voilà les bons chiffres. Alors que là, ce qu'on demande, c'est une projection. Voilà. Mais il est compliqué son bilan parce qu'il est mangé par l'inflation en fait. Alors qu'il est pour rien le pauvre l'inflation. Oui, mais sur le taux de chômage, avec tout ce qu'on a dit sur l'apprentissage, etc. Là, il y a quelque chose à dire. Mais la question, c'était est-ce que même en disant ça, ça va vraiment lui rapporter des voix de tous ceux qui ne votent pas pour lui. C'est ça la question. Et c'est vrai que sur le chômage, déjà, s'il garde ceux qui votent pour lui, il est bien. Sur le plan économique, on voit peut-être, mais on voit quand même que sur le chômage, c'est vrai que quand ça va bien, c'est pas forcément pour l'électeur un élément de se dire attention, parce qu'on regarde toujours par rapport à sa situation personnelle, et c'est vrai que souvent les gens qui ont ces problématiques de chômage, comme on l'a dit, c'est ceux qui ont souvent le plus de difficultés à avoir une amélioration de leur situation. Donc dans la structuration de l'offre politique, ça crée pas forcément beaucoup de changements qui attirent un vote différent. Il peut peut-être développer sur l'idée que, donc, avec cette dynamique favorable qu'on a sur le marché du travail, on a des créations d'emplois. C'est quoi le moteur, le déterminant le plus important du revenu disponible des ménages et de leur pouvoir d'achat ? C'est l'emploi. Et qui dit emploi dit salaire aussi. Et on va dire, en tout cas en termes de problématiques macroéconomiques, ça peut être un fil à tirer. Et pour répondre à la question, là, du moment, de la morsure sur le pouvoir d'achat, de la hausse des prix. Les chiffres sont très bons chez les jeunes qui, on le sait, votent moins. Et l'autre élément, c'est qu'on peut dire, certes, on a un emploi, mais on n'est pas assez payé à cause de l'inflation. Et donc, en fait, on annule un peu les bons résultats des chiffres de l'emploi en disant, regardez, il y a un problème de salaire. D'où l'idée de continuer à ce que l'emploi soit le plus dynamique possible pour enclencher cette fameuse boucle prix-salaire. Et toujours sous l'angle politique, ça lui permet d'avoir un thème central auquel il raccroche le social à l'économique. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que du coup, il peut passer là-dedans la suite, et je l'appelle de mes voeux, de la poursuite de la modernisation du pays, de la libération des forces vives de son économie, etc., et des thématiques sociales, de rattrapage des décrocheurs, d'emploi des seniors. Voilà. Et en fait, ça me semble une très très bonne colonne vertébrale pour un projet politique pour un quinquennat suivant pour lui. Je pense que ça peut être un bon axe, mais pas forcément d'attirer les personnes qui ne votent pas pour lui et dont il pourrait avoir besoin ou qui feraient la différence. C'est pas sûr que ce soit son sujet, ça, Anne-Sophie. Oui. Parce que tu sais, quand tu es sur un paysage politique à ce point fractionné... C'est vrai. Mais justement, les dernières voix peuvent avoir beaucoup d'importance, justement. Ça peut se jouer à... Et peut-être qu'il en ramasse quelques-unes avec cette thématique-là. En tout cas, c'est une thématique positive. Tu vois, le sujet, on est dans un tel marasme. Moi, le truc que je trouve... Et c'est pour ça que on a commencé quand même ce débat très intéressant sur une situation de croissance, mais historique. Et t'allumes la télé, et tu es dans une situation de marasme effrayante. Donc, non, mais c'est sûr que voilà, ça lui redonnera une dynamique. Il y a quand même le bilan positif à mettre en avant complètement. Mais j'entends effectivement le point que tu soulèves est intéressant, c'est-à-dire derrière, tu fais basculer, si tu pars sur ce sujet, alors tu fais basculer le débat sur les salaires. Et ce qui me permet d'introduire, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Quand tu ouvres ce débat. Une grande habileté, mais quand tu ouvres ce débat, tu te retrouves avec des phrases. Alors, je vais citer le patron de la Caisse des dépôts. C'est quand même le patron de la Caisse des dépôts. Ancien patron de Generali en France, d'une très grande compagnie d'assurance, qui donc dénonce un capitalisme déréglé. Parce que le taux de rendement demandé par les actionnaires est trop élevé. Ça, pourquoi pas Patrick Artus le dit depuis des années. Et il ajoute donc interview dans le quotidien Le Monde. Dans une entreprise
que 15% des bénéfices aillent au capital alors que les salaires n'augmentent que de 1,5%, ça ne va pas. Bon, il nous reste 3 minutes, donc comme ça, on sera obligé de rester poli, mais on est tous d'accord. Moi, je parle aux économistes, là, on est d'accord que cette phrase est un non-sens. Anne-Sophie ? C'est un non-sens, parce que c'est vrai que c'est mettre en avant deux choses qui n'ont rien à voir, qui est vraiment la répartition donc des salaires et puis la rétribution du capital. Ce qu'il faut regarder, c'est la valeur ajoutée, pas les bénéfices. Tout à fait. On est d'accord, hein ? Tout à fait. Voilà. Là, c'est mis sur le même plan. Alors, bien sûr, on peut avoir un débat là-dessus, mais c'est vrai que c'est mis sur le même plan. C'est le patron de la Caisse des dépôts. Oui, Jérôme, je sais que tu vas être intarissable là-dessus. Non, mais il sait très bien. Ou alors Hélène veut rester à l'écart. En fait, moi, je suis toujours un peu agacé quand on n'utilise pas les bons mots. Et c'est pas les mais non, bons mais mots. c'est plus que pas utiliser les bons mots. Là. Oui, on est dans... C'est dire n'importe quoi pour faire de la démagogie. Alors, c'est désastreux en termes sémantiques, et donc en termes de pédagogie économique, etc., ça va pas. Après, la seule question à se poser, c'est y a-t-il un problème ? Y a-t-il vraiment un problème à résoudre ? Et là, il faut d'abord avoir cette discussion-là. Mais de répartition de la valeur ajoutée, exactement, on est d'accord, pas des avec bénéfices. Une déformation qui créerait des déséquilibres qu'il faut absolument corriger. Hein. On peut discuter de ce sujet-là, et si on prend le sujet sous cet angle-là, il y a plein de choses à dire. C'est moins vrai en France qu'aux États-Unis. C'est assez vrai aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai en France au cours des 10 ou 20 ou 30 dernières années. Les salaires réels ont augmenté à l'exception d'un trimestre sur 30 ans, donc corrigé de l'inflation. Non, mais grande stabilité du partage de la valeur ajoutée en France, on est d'accord, Hélène. Non, et en sûr, plus, il y a pas de sujet. ce qui me rend vraiment, ce qui fait que c'est problématique à la fois dans la sémantique et puis dans la solution proposée, c'est que la grande conférence sur les salaires, si tu veux, pour régler ça, alors que justement, si on a besoin de remobiliser tout le monde autour de notre économie, c'est autour de l'actionnariat salarié ou du partage de la valeur que ça doit se faire. Et non pas en stratifiant des coûts fixes par une grande négociation interprofessionnelle sous l'égide de l'État. Et là, l'entrepreneur que je suis hurle quand il entend à la fois le problème sémantique et pédagogique et puis la solution proposée. Ça ne me va pas du tout. Merci, mesdames. Merci, Jérôme. Bonne chance pour mon diplôme. pour ton diplôme. Ouais, je vais l'avoir. L'échec à ce diplôme n'est pas une option. Voilà. Et nous, demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi.